Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se rend à Marcoussis chez L-Acoustics pour un reportage assez fou sur le L2, peut-être l'enceinte de sonorisation la plus disruptive depuis 30 ans. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle de L-Acoustics et du concept de Line Array. L-Acoustics, que vous voyez partout aujourd'hui, est devenu le leader mondial de la sonorisation professionnelle, notamment parce que cette marque a été pionnière du Line Array grâce au Vidosk sorti en 92 et qui fut en fait le premier Line Array commercial. Petit aparté donc sur le Line Array ou Line Source, pour simplifier on va confondre les deux. Les Line Array, ce sont ces grandes grappes verticales d'enceinte que vous voyez dans les concerts de grande capacité. Alors cette disposition savamment étudiée permet de modifier le type de projection du son et au lieu de la traditionnelle diffusion sphérique, vous obtenez une diffusion conique. Le fonctionnement se joue à deux niveaux. Sur les aigus et le médium, c'est assez simple. Un guide d'onde un peu spécial vient donner un front d'onde cohérent, très serré sur le plan vertical. Et sur le reste du spectre, ça fonctionne par annulation de phase. Plus on se rapproche du dessous de la grappe, plus on a d'annulation de phase entre les boîtes du haut et celles du bas. Évidemment, plus la grappe est longue et plus cet effet Line Array peut se jouer dans le bas du spectre. Vous l'aurez compris, les très longues grappes ne sont pas là que pour la puissance, elles servent aussi à la directivité dans le bas du spectre. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça donne un Line Array? Eh bien, sa diffusion conique fait que le son ne se réduit que de 3 dB par doublement de la distance contre 6 dB pour un point source, c'est-à-dire une diffusion sphérique. Cette différence de 3 dB, c'est énorme, c'est en fait un doublement de la puissance. Bref, tout ça pour dire qu'un Line Array, ça permet de projeter le son plus loin, de manière beaucoup plus homogène et aussi de manière plus contrôlée, puisque le front d'onde est beaucoup plus cohérent et prévisible. Les Line Array, ça a tout simplement révolutionné le monde du spectacle. Les grands concerts n'ont jamais aussi bien sonné et la technique du son live est devenue une discipline à part entière. Si je vous ai fait ce laïus sur le Line Array, c'est parce que le L2 a cette ambition disruptive qu'avait le Vidosk. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans l'interview. Et ce, juste après vous avoir parlé de notre sponsor MDS Audio. MDS Audio est un Certified Partner L-Acoustics. Depuis plus de 20 ans, MDS est capable de distribuer, installer et louer toute la gamme L-Acoustics sur Paris et ses environs. Ils sont donc un interlocuteur de choix pour bien travailler dans un environnement L-Acoustics, mais aussi en acheter. Ils ont notamment un site web assez unique où l'on peut voir en temps réel le stock des produits. Attention, vous ne pourrez pas acheter directement comme chez le boulanger, c'est pas comme ça que ça se passe pour les produits L-Acoustics. Mais ce site, il va vous permettre de préparer votre commande et prévoir les arrivages. Les pros le savent, c'est une fonctionnalité hyper utile, notamment à la suite des tensions de disponibilité et des délais de livraison de la marque. Rappelons enfin que MDS est aussi partenaire sur la gamme création de l'acoustique. Donc voilà, s'il vous prend l'envie d'installer un système ELISA en SIVA dans votre salon, vous pouvez leur passer un petit coup de fil. Voilà pour cette introduction détaillée mais nécessaire de L-Acoustics. Sans plus attendre, je vous laisse donc avec Germain Simon qui nous parle de l'incroyable L2. On est au locaux L-Acoustics à Marcoussis. Et je t'interviewe aujourd'hui pour qu'on parle des enceintes derrière toi. Tout à fait. L2, c'est tout nouveau et ça m'a l'air d'être un changement assez important pour l'acoustique. Alors, moi, je me suis un peu renseigné sur L2. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris quand même quelques éléments. Tu vas me dire si j'ai bon ou pas. Déjà, c'est du Line Array, mais c'est du Line Array avec une forme un peu unique parce qu'on est plutôt en longueur. Est-ce qu'on peut aller à côté du L2 ? Donc effectivement, c'est bien un Line Array. C'est bien utilisant exactement les mêmes technologies que ce qu'on a depuis le Vidosk, qui a été initié par le Vidosk. On réfère à la WST, donc Wavefront Sculpture Technology, c'est l'essence même, c'est les fondations de la création d'une ligne source. C'est-à-dire que c'est Christian Heil, donc le fondateur de L-Acoustics, qui, il y a quasiment 30 ans maintenant, même plus que ça, a commencé à gribouiller sur des bouts de papier un concept qui permettait d'associer des éléments d'enceinte, les unes avec les autres, de manière à créer un champ cohérent, donc un champ acoustique cohérent. Le but, c'était vraiment de diminuer le nombre d'enceintes et le nombre de haut-parleurs qui étaient nécessaires, donc diminuer leur volume, mais maximiser finalement le rendu de ces enceintes, maximiser les performances, maximiser en termes d'audio, de qualité audio, mais aussi maximiser en termes de projection. À l'époque, on empilait les enceintes les unes sur les autres. Alors on essayait de mettre les gros haut-parleurs plus au bas, les médiums au milieu, les aigus en haut. Mais en fait,
les distances qui existaient entre les haut-parleurs eux-mêmes créaient des champs interférents. Et finalement, c'est pas parce qu'on ajoutait le plus d'enceintes qu'on avait plus de SPL. Mais du coup, le line array est venu, on va dire, prendre avantage de ces interférences et créer une directivité verticale qui est assez unique, quoi, qu'on n'avait pas sur le point source. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces enceintes en banane là dans tous les gros concerts depuis plein d'années. Et c'est à LA Acoustic que ça a été, on va dire qu'on a été pionnier de ce système-là. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé chronologiquement. C'est vrai que voilà, on assemblait tous les aimants les uns avec les autres. Le but était de augmenter notre contrôle de l'énergie. Et comme tu le disais, pour augmenter les capacités sonores, mais c'est aussi pour contrôler l'énergie de manière à ce que la scène soit un peu plus propre. Alors on a des bananes qui sont suspendues de part et d'autre de la scène, alors même quand on entre dans des systèmes type ELISA, c'est carrément sur le dessus de la scène, sur toute sa largeur. Donc on a vraiment un besoin de contrôle de la directivité. On va le voir comment on le fait dans le plan horizontal, mais c'est très important d'avoir ce contrôle dans le plan vertical pour envoyer de l'énergie uniquement sur la zone d'audience qui, elle, a besoin de recevoir cette énergie et surtout pas sur l'environnement extérieur. Ok, alors avant qu'on parle de directivité, etc., qui est un des éléments hyper importants pour cette enceinte, est-ce qu'on peut parler du plus, on va dire, esthétique, le plus physique? On a un gros changement dans comment est construite ces enceintes par rapport au K2, parce que si je ne me trompe pas, c'est censé remplacer le K2? Non. Ah. C'est pas censé remplacer le K2, non. Okay. C'est un outil qu'on va ajouter un petit peu à notre catalogue actuel, donc de la série K, qui consiste en le Kiva2, Kara2, K3, K2, K1. Donc une évolution en termes de performance, en termes de taille et en termes de capacité fréquentielle. Mais le L2, il vient s'ajouter à cette ligne de produits. Il ne vient pas remplacer le K2, il vient ajouter une technologie, une technique qui va permettre de vraiment, je dirais, rendre un déploiement de système beaucoup plus efficace sur les applications sur lesquelles cette enceinte a été, pour lesquelles cette enceinte a été conçue. Okay. Donc on ne remplace pas le K2, on vient ajouter un outil qui va vraiment permettre à nos partenaires d'être ultra efficaces. Ok. Et alors du coup je parlais du K2, parce que ça a quand même à peu près le même form factor si on empile plusieurs K2. Si on empile 4 K2, on va se retrouver avec quelque chose qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus large. En réalité, on va être quand même 40% plus large, plus de volume en tout cas avec du K2. Donc avec 4 éléments de K2 par rapport à un L2. Donc c'est sûr que là, on a vraiment densifié tous nos éléments, on a densifié tous les composants qu'on a à l'intérieur, on a densifié l'énergie. Dans une boîte qui est beaucoup plus petite. Alors c'est sûr que quand on la regarde comme ça, on ne la définit pas vraiment comme petite boîte. Mais en termes de performance, clairement, on est 40% plus léger, 40% plus petit qu'un L2, que 4K2, pardon. Donc bon, on peut parler de petite boîte. Ouais. Le K2, si on perdait cet espace, c'était aussi parce qu'on pouvait changer les angles. Oui. Et là, on ne peut plus changer les angles. Exactement. Alors, dis-moi plus. Donc, ça a été un peu la grosse révolution dans ce concept d'enceinte, enfin une des grosses révolutions, parce que je vais parler de 2-3 autres évidemment qui vont venir avec. Mais un des gros choix qu'on a fait, c'était d'optimiser la couverture verticale de ces éléments, de ces grands éléments, par rapport à une audience moyenne. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a regardé les 200, 300, 400 derniers déploiements qu'on a fait avec des systèmes Kara, avec des systèmes K3, avec des systèmes K2. Et dans ces déploiements, on a regardé la courbure de toutes les lignes sources qui étaient déployées. Donc là, les angles entre chaque élément de ces lignes sources qui étaient déployées. On a regardé la géométrie de l'audience sur laquelle ces éléments étaient déployés. Et on s'est rendu compte finalement assez rapidement qu'il y avait vraiment une tendance moyenne à ce que toutes ces zones d'audience se ressemblent vraiment fortement. Et donc, tous les angles interéléments dans les systèmes de type voilà, Kara2, K3, K2 se ressemblent aussi vraiment fortement. On a tous un peu en tête l'image de la ligne source qui est, on l'appelle souvent la J-shaped. Ça veut dire que c'est plat dans le haut de la ligne source, donc pour aller projeter l'énergie au lointain, et ça vient se courber au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'audience. Donc on vient courber parce qu'on a besoin de couvrir
une zone verticale plus importante, mais aussi parce qu'on a besoin de créer une homogénéité dans la couverture SPL. C'est-à-dire que plus on est proche, moins on a besoin de projection. Donc on vient ouvrir les angles pour atténuer finalement légèrement le SPL. Donc plus plat en haut, légèrement courbé en bas, donc ça crée une espèce de forme de J. Et c'est exactement cette forme-là qu'on a appliquée à l'intérieur d'un seul et même élément. Voilà. Donc là, on a vraiment les mêmes angles en bas et en haut? Non, là on n'a pas les mêmes angles en bas et en haut. La particularité, c'est que justement, on a décidé d'avoir une ouverture progressive de l'angle à l'intérieur d'un seul et même élément. C'est-à-dire que là, ce qu'on va avoir dans cette version d'enceinte, donc là c'est le L2, il y a une enceinte qui s'appelle le L2D qui vient compléter le L2, notamment pour des utilisations en bande fil. Et c'est voilà, celle qui est au-dessus et qui vient terminer finalement une ligne. Donc c'est là où on va reconnaître la courbure de fin de la forme en J. Donc c'est le L2D qui va le créer. Et donc si je reviens au L2, on a des angles beaucoup plus plats en haut et un petit peu ouverts vers le bas. Alors là, on a une enceinte qui va couvrir une verticalité de 10 degrés. Donc là, vraiment, avec le L2, on va chercher à projeter l'énergie. Malgré tout, 10 degrés, on couvre une belle zone d'audience, notamment quand on va chercher au lointain. Le cône de dispersion, il s'ouvre très vite et on commence à couvrir vraiment une grande portion de l'audience avec un seul élément. Donc là, 10 degrés, on commence avec 0,25 degrés entre les deux premiers guides d'onde. Donc je vais expliquer exactement ce qu'il y aura à l'intérieur de la boîte un peu plus tard. Mais on commence avec 0,25 degrés en haut et on finit avec 2 degrés en bas. Et donc ça s'ouvre progressivement entre 0,25 et 2 degrés. Si on regarde le L2D, lui on voit que sa courbure est beaucoup plus accentuée. On commence à 2 degrés, exactement de la manière qu'on finit avec le L2. Et on va aller ouvrir jusqu'à 18 degrés entre les derniers points pour donner une couverture totale verticale de 60 degrés. Et du coup, on peut empiler des L2? On peut empiler des L2. Mais ça ne va pas faire des courbes variables du coup qui varient On va avoir une couverture qui va mécaniquement s'orienter de 0 degré à 2 degrés, puis ensuite effectivement on va avoir un resserrement des angles à 0 degré de nouveau et à 2 degrés, etc. On peut aligner jusqu'à 3 L2 et 1 L2D, voire même 4 L2 si on veut, en tout cas c'est 4 éléments maximum. Mais là où on va répondre à cette question un petit peu autrement, c'est que on va gérer la couverture et l'homogénéité du rendu sur l'audience de manière électronique. Donc avec l'utilisation du logiciel. Sur L2. Voilà, c'est un élément crucial. Le L2, c'est pas juste une enceinte. Il faut apprendre SoundVision si on veut utiliser le L2. On n'a plus le choix. Hein. Tout à fait. Il faut se mettre à la page. Ah oui, il faut se mettre à la page sur SoundVision, c'est clair. Et avant, alors qu'on vienne sur SoundVision, tu m'as dit, électroniquement, en fait, on va pouvoir faire plein de choses. Alors, est-ce que, du coup, c'est séparer le contrôle de chaque... Est-ce que chaque haut-parleur, ou au moins chaque ligne, a vraiment une ligne de processing dédiée? Oui. Et est-ce que c'est ça, du coup, qui permet un contrôle avancé de la directivité? Oui. Donc tout à l'heure, on parlait de la densité un peu des composants à l'intérieur. Donc on va décrire un peu le nombre de composants qu'il y a à l'intérieur et ensuite je pourrai répondre à ta question plus directement. À l'intérieur d'un L2, même d'un L2D, on va avoir 8 haut-parleurs d'aigus. Donc ces 8 haut-parleurs, ils sont le long de cette ligne centrale ici, tous alignés avec un guide d'onde DOSC. Donc le guide d'onde DOSC, c'est ce qu'on a depuis le VDOSC, d'où le nom du VDOSC. C'est le guide d'onde cylindrique qui va permettre de transformer finalement une émission sphérique, donc comme si on avait un point source, vers une émission cylindrique, donc de manière à contrôler l'énergie sur le plan vertical. Et donc c'est vraiment cet élément, le DOSC, c'est un élément physique qui vient se mettre directement devant le moteur à compression et qui vient assurer qu'il y ait une continuité absolue entre chaque haut-parleur d'aigus. Donc là, on a 8 haut-parleurs d'aigus de 3 pouces et donc 8 guides d'onde dédiés à chacun de ces haut-parleurs d'aigus. On a 8 10 pouces, donc 4 de chaque côté, derrière chacune des grilles qu'on voit ici. Et c'est pas fini, on a encore 4 12 pouces, donc 2 de chaque côté, derrière les joues que vous voyez sur les côtés. J'expliquerai un petit peu plus le design de ces 12 pouces parce qu'il est vraiment très intéressant. Parce qu'on va voir qu'il va participer énormément à la couverture horizontale ou au contrôle de la couverture horizontale du système. Ok.
bien qu'ils sont aussi énormément utilisés pour le contour du système, donc pour créer un peu la quantité d'énergie dans le bas du spectre. Donc une fois qu'on s'est dit qu'on avait 20 drivers à l'intérieur d'une seule boîte, on peut vraiment réaliser cet effet de densité de composants et donc densité énergétique. Et donc on va aller alimenter à la fois en puissance et en traitement du signal de manière indépendante 16 canaux dans l'enceinte. Donc il va y avoir 16 canaux qui vont être dédiés, qui vont être utilisés, on va dire, de manière tout à fait custom pour chaque zone de l'enceinte. Et donc on va pouvoir créer des zones sur l'audience, on va pouvoir affiner l'ajustement des filtres sur chacun de ces composants. Donc il demeure quand même des filtres passifs dedans? Il demeure, alors, il y a des filtres passifs si vous voulez, enfin il n'y a pas vraiment de filtres passifs, si on veut, c'est que les 10 pouces de part et d'autre des champs aigus sont en parallèle sur une patte d'amplification, donc sur une patte d'ampli. Très bien, d'accord. Par contre, les 8 haut-parleurs d'aigus, eux, sont contrôlés directement par un canal d'amplification et donc par un circuit DSP, donc un circuit de traitement du signal. Donc comme je disais, on va avoir une paire de 10 pouces qui vont être contrôlés individuellement et indépendamment les uns des autres. Donc là, ça nous fait donc les 8 plus les 4, on est à 12. Et ensuite, on a les 4 12 pouces qui, eux aussi, sont contrôlés indépendamment. Donc que ce soit en termes de puissance ou que ce soit en termes de traitement du signal. Okay. Et on va voir que avoir la possibilité de contrôler ces 12 pouces indépendamment, ça a encore une fois un grand impact sur le contrôle de la directivité horizontale. Tu nous en parles tout de suite? On peut directement se lancer là-dedans. Donc, ce que nous permet finalement ce degré de contrôle, ce degré, on va dire, de traitement du signal en fonction de chaque haut-parleur, c'est de traiter la directivité horizontale, comme je disais, à la fois sur les médiums aigus. Et donc on va faire ça à l'aide de ce qu'on appelle des pentflex. Donc c'est une partie qui va ouvrir de part et d'autre des éléments d'aigus. Et donc ça, on va contrôler la directivité horizontale sur 4 modules, indépendamment les uns des autres, de manière à produire une directivité de 110 degrés s'ils sont complètement ouverts, donc comme ici, de 70 degrés s'ils sont tous les deux refermés, et de 90 degrés dans un sens, etc., ou 90 degrés dans l'autre sens. Donc ça, c'est un moyen qui est à la fois un moyen mécanique et un moyen électronique de contrôler la directivité horizontale dans les médiums et les aigus. Okay. Maintenant, on va aller regarder dans le bas du spectre, ce qui est en général un peu plus compliqué à contrôler. Et donc le fait qu'on ait des 12 pouces qu'on contrôle individuellement sur le côté de l'enceinte va nous permettre d'avoir un contrôle de directivité qui est de l'ordre du cardioïde. Donc on va permettre de créer un champ cardioïde ou supercardioïde. Donc on a les deux possibilités, cardioïde ou supercardioïde, en fonction de l'espace sur lequel on veut minimiser l'énergie sonore en arrière du produit. Et c'est vraiment grâce à ce montage sur le côté des 12 pouces et au traitement unique de chacun de ces 12 pouces qu'on va avoir. Alors comment tu le fais le cardioïde dans ces enceintes ? On va directement un peu plonger dans les détails de ces éléments cardioïdes parce que là encore c'est quelque chose d'assez unique sur ce produit. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'ouverture sur le côté. C'est vraiment une plaque, c'est vraiment la menuiserie de l'enceinte qui ferme les joues de l'enceinte et donc on ne voit pas d'émission sur le côté. En fait, les 12 pouces, ils émettent l'énergie ou ils émettent l'air depuis l'avant de l'enceinte et depuis l'arrière. Donc on peut voir d'ailleurs sur l'arrière qu'il y a une partie qui va permettre de faire ressortir le son. Et la grille qu'on voit au milieu, c'est le cas ou pas? Et la grille qu'on voit au milieu, c'est pour les évents. Ok. Pour les évents et puis pour un petit peu de maintenance, mais c'est majoritairement sur les évents. Donc le fait qu'on va émettre l'énergie par l'avant et l'arrière va nous apporter deux bénéfices par rapport à une configuration cardioïde standard, qui serait plutôt d'avoir soit les enceintes uniquement vers l'arrière, ou les haut-parleurs dédiés pour le cardioïde uniquement à l'arrière, ou les haut-parleurs sur le côté. L'avantage qu'on a par rapport à ces configurations standards, c'est qu'on va bénéficier finalement de cette émission à l'avant pour sommer parfaitement les très basses fréquences et l'énergie qui est fournie par les 10 pouces en avant. Donc c'est-à-dire, quand je me trouve dans l'audience, je vais vraiment avoir
une cohérence et une synchronicité de l'énergie qui est fournie par les 12 pouces et de l'énergie qui est fournie par les 10 pouces. Inversement, quand je suis à l'arrière, je vais bénéficier aussi d'un effet cardioïde qui va être beaucoup plus large que ce qu'on pourrait avoir quand les haut-parleurs sont montés sur le côté ou uniquement directement à l'arrière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un cardioïde qui est, comme je disais, large, mais à la fois en termes de fréquence. C'est-à-dire qu'on ne va pas annuler une fréquence à l'arrière du système, on va annuler une plage de fréquences. Et on ne va pas annuler uniquement l'énergie à 180 degrés derrière le système, mais on va annuler l'énergie sur une plage de 120 degrés à l'arrière du système, et pas juste à un point d'arrière. Typiquement, ça me permet de transitionner un petit peu avec le KS28 qui est suspendu derrière le L2, qui sont les subs qu'on va utiliser avec le L2 pour donner un peu plus de contour et renforcer le bas du système. On voit que là, on a une utilisation d'une enceinte retournée sur le bas de la ligne qui va nous permettre de créer un effet cardioïde. Là, on le crée avec une source qui est directement dirigée vers l'arrière, alors que toutes les autres sont dirigées vers l'avant. On va donc créer un très bon effet d'annulation d'énergie à l'arrière, mais qui va plutôt être centré sur une fréquence ou sur une plage assez étroite de fréquence. Ce qui, dans le cas du sub, est un peu moins problématique parce qu'on va vraiment avoir une grosse annulation, enfin un notch assez large autour de 50 Hz dans notre configuration ici par exemple. Ce qui est en général le pic de pression sur le sub. Donc, bon, dans cette configuration-là, on va vraiment bénéficier de cette annulation directe et très efficace. Par contre, ça va être un tout petit peu plus resserré en termes d'espace. Est-ce qu'on aborde la question du coup du traitement DSP en côté face? Donc on peut revenir sur le fait qu'on a une courbe qui n'est pas constante. Oui. Et que vous réglez ce problème du coup avec du traitement de signal, c'est ça? Donc comme je disais, le L2, c'est pas juste une enceinte, c'est un système complet, c'est-à-dire qu'il est, utilisé en partenariat avec un contrôleur amplifié qui a été développé spécialement pour ce type d'enceinte, donc pour les enceintes nécessitant 16 canaux d'amplification. Donc c'est un ampli sur 2 U, mais qui a 16 canaux d'amplification et 16 canaux de DSP, individuellement contrôlables. Donc on va utiliser cet ampli-là pour driver l'enceinte et à l'aide du logiciel SoundVision, dans lequel on aura dessiné l'audience, donc la géométrie de l'audience. On va définir un point de début de couverture, un point de fin de couverture dans SoundVision. On va définir notre target de décroissance SPL à travers la distance. Et ensuite, on va lancer l'algorithme qui est intégré dans SoundVision. C'est un algorithme qu'on appelle autofilter, qui va automatiquement appliquer des filtres assez avancés sur chacun des éléments, un par un, individuellement, de manière à obtenir quelque chose qui est le plus homogène et le plus constant possible sur la zone d'audience. Alors c'est quoi, il se passe quoi? De la phase, du délai Il y a de l'amplitude, du délai, il y a un très léger travail de la phase sur les enceintes L2 parce l'enceinte est plus permissive en termes d'utilisation des ressources qu'on va avoir dans nos circuits de DSP. C'est-à-dire? Pourquoi je dis qu'elle est plus permissive? C'est parce que le design intrinsèque de l'enceinte fait que chacun de ces éléments est beaucoup plus proche les uns des autres. Chacun de ces composants sont beaucoup plus proches les uns des autres. Notamment quand je parlais de 8 haut-parleurs à compression de 3 pouces ici, ils sont extrêmement proches les uns des autres. Ce qui n'était pas le cas par exemple dans une enceinte type K3, K2 où entre chaque élément il y a un angle, entre chaque élément il y a 2 panneaux de bois, parce qu'il y a le bas de l'enceinte et le haut de l'enceinte, il y a le jeu des aspects mécaniques. Donc le fait qu'on ait réduit tout ça nous permet d'avoir des transducteurs qui sont les plus proches possibles les uns des autres. Et en fait ça nous permet de pousser un petit peu plus loin l'utilisation de nos ressources en DSP sans créer de lobe secondaire. C'est quoi un lobe secondaire? Voilà. Alors, quand on optimise une ligne source, et d'ailleurs c'est un peu la définition intrinsèque de la ligne source, donc quand Christian a créé les critères de la WST, il y avait 5 critères et un de ces critères c'est de définir que l'énergie doit être concentrée dans un lobe principal et que ce qu'on appelle les lobes secondaires, donc c'est-à-dire toute l'énergie qui va être en dehors
de ce lobe principal doit être moins de 24 dB, plus de 24 dB inférieur au lobe principal. Donc ça c'est l'objectif, c'est-à-dire concentrer la majorité de l'énergie dans notre lobe principal. Et évidemment, notre lobe principal, on a envie qu'il soit dirigé à l'audience. Donc limiter les lobes secondaires, ça veut dire limiter l'énergie qui va être envoyée sur la scène, limiter l'énergie qui va être envoyée au-dessus de l'audience, donc potentiellement vers un plafond lorsque le système est déployé dans une salle, et limiter l'énergie qui est envoyée en arrière. Et alors, comment ça s'intègre à SoundVision? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc SoundVision, c'est l'outil qu'on utilise pour designer n'importe quel système de sonorisation L-Acoustics. Donc on va pouvoir y intégrer des enceintes aussi petites que les X4i et des enceintes aussi grosses que le K1. Et la première étape, c'est de construire la géométrie de la salle. Donc on va avoir un environnement 3D dans lequel on va pouvoir se représenter une géométrie de salle, mais surtout, et de manière plus importante, une géométrie d'audience. Une fois qu'on a ça qui est représenté en 3D, on va y intégrer un système de sonorisation. Donc là, par exemple, le type LinSource en L2. Donc on va définir la position de cette source-là. Source gauche, source droite. On va avoir un système ELISA donc, tout au long de la scène si c'est ce qu'on recherche à avoir. On va avoir ensuite des outfields potentiellement, des nez de scène, des enceintes en délai si c'est nécessaire, etc. Enfin, en tout cas, on définit notre système de sonorisation à l'intérieur de SoundVision. Dans une ligne source à courbure variable, dans laquelle on peut faire varier les angles, on va utiliser des outils comme Autosplay qui vont permettre d'automatiquement orienter les angles pour avoir la meilleure répartition SPL possible sur l'audience. Alors comment, là il n'y a plus d'angle du coup? Alors là il n'y a plus d'angle, donc cette étape-là, il n'y a plus besoin de la faire dans L2. Ok. Donc pour quelqu'un qui a vraiment l'habitude de travailler sur SoundVision et qui a l'habitude de travailler avec les produits L-Acoustics, il verra que finalement il y a une étape qui est enlevée et donc il y a un gain de temps qui est vraiment intéressant au moment du design sonore. Et de l'install. Et de l'installation aussi. On verra que c'est quasiment 3 fois plus rapide à déployer un L2 qu'un système K2 à taille équivalente et 5 fois plus rapide de déployer un système L2 qu'un système Cara à énergie équivalente. Donc c'est un bon gain de temps. En général, c'est les retours. Donc le système tourne depuis, on va dire, mai de 2023. À l'intérieur de ce qu'on appelle une phase pilote. Donc c'est des partenaires privilégiés qui ont utilisé le système jusqu'à aujourd'hui sous différentes conditions, que ce soit pour des installations plutôt ponctuelles, pour que ce soit pour des tournées complètes, pour que ce soit pour des événements un peu spéciaux comme on a pu voir en France par exemple sur le défilé de Louis Vuitton, où le système L2 a été déployé sur le Pont des Arts à Paris. Donc les premiers retours, c'était vraiment à quel point il était facile et efficace en termes de temps de déployer un système L2. Donc c'est pas juste facile, c'est juste un peu plus facile au niveau du design dans SoundVision, mais c'est aussi effectivement dans la vraie vie quand on déploie le système et qu'on le suspend à la structure. Alors je reviens un petit peu sur la directivité, donc on peut faire du cardio dans le bas et du super cardio, tu m'as dit? Oui. Est-ce qu'on perd au change un peu en pression acoustique devant si on passe en mode cardio et super cardio? Eh bien justement non, la raison pour laquelle on ne change pas, c'est justement parce qu'on a cette émission d'énergie à l'avant. Donc si jamais on avait des haut-parleurs uniquement sur le côté ou à l'arrière, on aurait eu une modification des performances à l'avant, notamment dans le contour, notamment dans la quantité d'énergie dans le bas du spectre. Mais cette configuration-là nous permet d'avoir une cohérence à l'avant, que ce soit à l'utilisation du preset cardioïde ou à l'utilisation du preset supercardioïde. Et il est de base cardioïde, on peut le faire omni ou pas? Non, il est cardioïde intrinsèquement. Okay. Donc on a soit cardioïde, soit supercardioïde. Donc la différence entre les deux, ça va vraiment être l'accent qu'on veut mettre sur la réjection d'énergie. Si on est dans un système stéréo, donc les haut-parleurs sont de part et d'autre de la scène, on va vouloir que la réjection d'énergie majoritaire soit faite au niveau du centre de la scène, là où il y a tous les artistes. Donc on va plutôt utiliser le mode super cardio. Dans les gros déploiements ou dans les déploiements mono ou dans les déploiements distribués, on va peut-être vouloir préférer le cardioïde. Donc encore une fois, c'est des considérations à l'écoute qu'il faut prendre en compte. Mais on va pouvoir utiliser l'aspect cardioïde parce que la réjection va se faire directement derrière le système, ou la majorité de la réjection va se faire directement derrière le système.
La même chose hein, quand on utilise des micros pour capter une sonorité, soit à l'avant. Est-ce qu'on a envie de concentrer ce qu'on a envie de capter dans ce qui est à l'avant du micro? Est-ce qu'on a envie d'avoir un petit peu de l'environnement? Voilà, donc c'est les mêmes problématiques, mais bien sûr sur l'effet inversé. Okay. On veut contrôler l'énergie. All the teachers, time to teach a new way. Maybe the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Doctor, make the poor people well. They're the ones who suffer and catch all the hell. Est-ce qu'on parle un peu de l'intégration à ELISA? En quoi ça s'intègre à ELISA en fait? La raison pour laquelle ce système est particulièrement adapté pour des déploiements ELISA, c'est vraiment que on a condensé donc toute cette énergie dans une enceinte qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus facile et pratique à déployer. Et donc en fait, c'est des considérations de espace visuel. Prenons l'exemple de, je sais pas, voilà, ce système-là, c'est 2 enceintes. Donc ça, c'est l'équivalent, on pourrait dire, de 8K2 en termes d'énergie projetée. Donc on imagine que 8K2 au-dessus d'une scène, bon, ça nous prend un certain espace scénique en hauteur. Là, on va gagner quand même 40% d'espace visuel. Donc on va avoir autant d'espace libéré pour un cadre de scène propre et le plus large possible sans interférence visuelle. Donc on va diminuer un peu l'impact de la technique qui est apportée autour d'un concert et on va maximiser aussi la rapidité de déploiement du système. Dans un déploiement ELISA, on a quand même au minimum 5 lignes sources déployées au-dessus de la scène. On peut imaginer que ça prend quand même plus de temps que déployer un système stéréo avec 2 lignes sources seulement. Donc là, l'efficacité, je disais tout à l'heure que le L2 c'était 3 fois plus rapide à déployer qu'un système équivalent le K2. D'après certains calculs de temps en fonction du nombre d'actions qui sont nécessaires pour déployer un système, globalement ça prend le même nombre d'actions physiques, donc tous les mouvements nécessaires à déployer un système, pour déployer un système ELISA avec du L2 qu'un système équivalent en énergie stéréo en K2. Voilà, ce sont des pierres qu'on amène un peu à l'édifice de ELISA pour faciliter un déploiement ELISA, pour assurer une production en tournée notamment ELISA la plus efficace et la plus réaliste possible. Est-ce qu'on va voir bientôt le L1 et le L3? Ou peut-être que ça n'existera pas? C'est une bonne question. C'est quoi la suite de la gamme L? Eh ben, nous on attend qu'à entendre les retours du terrain pour savoir si on doit y donner une suite ou pas. Donc je dois dire qu'on est vraiment content des retours qu'on a jusqu'ici. On ne pensait pas qu'il y aura une adoption aussi rapide de ce produit par l'industrie en général. Tous nos partenaires à qui on a présenté le produit sont extrêmement excités à l'utilisation du L2. Ils ne donnent que des superlatifs à chaque fois, que ce soit en qualité sonore, que ce soit en rapidité de déploiement, dans la diminution de l'espace nécessaire, que ce soit dans un camion, de l'emplacement dans le warehouse. Je dirais que pour l'instant, on n'a que des retours positifs. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on va mettre à l'échelle ce concept. En tout cas, il est largement pensable qu'on puisse soit grandir ce concept, soit rapetisser ce concept. Pour donner une notion de s'il y a de l'attente ou pas, ce que je pourrais dire, c'est que notre bon de commande de 2024 est rempli.
Donc oui. Il faut se dépêcher, quoi. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce qu'on a oublié quelque chose un peu sur ce nouveau système L2? Il y a des éléments qu'on va pouvoir rajouter. On pourrait les rajouter maintenant, on pourrait les rajouter après l'écoute. Eh ben on les rajoute parce après l'écoute. Parce qu'il y a des éléments à l'intérieur de l'écoute qui vont nous permettre justement d'amener un peu ces discussions. Oui, parce que j'ai pas encore écouté ça, donc Ouais. on va se retrouver juste après l'écoute alors. Alors, je viens d'écouter le L2, ça sonne comme du K2, c'est super. Et tu voulais donc rajouter quelques éléments. Déjà, ton collègue m'a introduit à un de ces éléments-là dont tu voulais me parler, je crois. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle le fade out. En fait, c'est grossièrement la capacité de contrôle qu'on va avoir sous le système. C'est-à-dire qu'on en a discuté tout à l'heure, un élément de L2, ça couvre 10 degrés dans le vertical. Un élément de L2D, ça couvre 60 degrés. Donc, on peut avoir jusqu'à 4 enceintes au total, donc ça nous fait 90 degrés au total. On pourrait très bien utiliser le L2D seul, dans ce cas-là on n'aura que 60 degrés de couverture verticale. Mais il y a quand même pas mal de situations où finalement 60 degrés de couverture verticale c'est déjà beaucoup. On pourrait imaginer un certain nombre de théâtres de petite et moyenne taille sur lesquels un seul L2D pourrait être déployé et 60 degrés en vertical c'est déjà trop par rapport à la couverture. Donc en fait, on a un moyen d'ajuster finalement la couverture verticale totale du système en utilisant encore une fois SoundVision. Donc tout à l'heure, je disais qu'on définissait le début de notre zone de couverture et on définissait la fin de notre zone de couverture dans SoundVision. Et donc c'est cette définition du début de zone de couverture qu'on appelle Dmin à l'intérieur de SoundVision, la distance minimale à laquelle on veut que le son commence globalement. Donc on définit ce Dmin. Et après ce Dmin, il va y avoir ce qu'on appelle un fade-out automatique, géré automatiquement par le logiciel, qui va permettre de diminuer de manière assez souple, homogène et sereine la transition entre la zone de couverture et le bas de l'oreille. Donc on va avoir notre ligne source qui va mécaniquement toujours être existante. Il va y avoir des haut-parleurs qui vont viser une zone d'audience qui se trouve en dehors de la zone de couverture définie dans SoundVision. Et donc c'est sur ces éléments-là supplémentaires de la ligne que va être appliqué un certain nombre de filtres pour atténuer légèrement, doucement et progressivement le son. Et donc c'est ce que tu as pu écouter quand tu es passé sous le système. On a une ligne au sol là, qui est définie par la ligne rouge, qui est la définition de notre Dmin. Et c'est à partir de cette ligne-là qu'on va sortir du champ de couverture et progressivement entrer dans un champ où le son sera inexistant. Et donc dans SoundVision, on est tout à fait capable de bouger ce Dmin, même volontairement dans l'audience, si on a envie d'utiliser ce fade-out pour atténuer peut-être le niveau sur les premiers rangs, de manière à faire une transition douce pour les nez de scène. Donc les enceintes qui sont posées sur la scène, à l'avant de la scène, pour couvrir les premiers rangs. Souvent dans un système de courbure variable, donc une ligne source typique, traditionnelle, on va avoir une transition un peu dure, même si on essaye d'aligner temporellement de manière à ce que ce soit le moins audible possible, on va quand même avoir une transition un peu dure entre le système principal et les nez de scène, tout simplement parce que la couverture d'une ligne source traditionnelle, elle est définie par sa géométrie. Donc quand on sort de la géométrie de l'enceinte, on sort de sa couverture. Là, on a la capacité d'avoir une géométrie définie, mais de réduire la couverture sonore de notre système. Donc on peut encore gagner en directivité sans avoir un line array hyper long. Voilà, on gagne en directivité sans avoir à ajouter des éléments ou à diminuer des éléments. Il peut se trouver que pour couvrir notre certaine géométrie d'audience, il nous faudrait 2 boîtes et demie. Là, on n'a pas cette problématique. On peut très bien ajuster notre Dmin pour couvrir correctement la zone d'audience et bénéficier quand même de la longueur de ligne.
Donc comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, on a un rigging totalement intégré à l'enceinte. Une seule enceinte, on va avoir 4 points de rigging en haut, 4 points de rigging en bas. On n'a pas d'angle inter-élément à ajuster, donc finalement on va aller connecter une enceinte à l'autre directement, sans espace entre les deux, ou en tout cas extrêmement minime, et sans faire varier l'angle, donc on a moins besoin de jeu sur la partie rigging. C'est ce qu'on peut voir ici, où on a un jeu minime entre les deux enceintes, et on a les deux enceintes qui se touchent quasiment l'une à l'autre. Donc la manière de connecter une enceinte à une autre, c'est finalement d'utiliser les parties mécaniques avant, donc les deux bras rotatifs mécaniques avant, qui ont un petit jeu ici qui permettent d'aller aligner les deux enceintes ensemble sans complètement écraser l'enceinte du dessous par l'enceinte du haut. Et on a un élément arrière de part et d'autre du système. Et donc c'est uniquement ces 4 bras de levier ici qui vont venir connecter une enceinte à une autre. Et donc, tout comme le K1, K2, K3, on a les systèmes de Schlack. Donc on va avoir une enceinte qui va venir se connecter, on va avoir les petits boutons à appuyer comme on a sur K1, K2. Ces boutons-ci, alors à l'arrière on n'a pas parce qu'il est déjà connecté directement. Et on va avoir la même chose sur l'enceinte du dessous et la même chose sur l'enceinte du haut. Donc on va pouvoir schlacker et donc ces 7 éléments-là, donc là on est en liberté. Et si je le schlack, là ça va venir prendre directement le bras de levier et connecter l'enceinte l'une à l'autre. Ou en tout cas valider la connexion entre les deux enceintes. Donc on a ça de part et d'autre. Et peut-être le dernier élément à montrer qui est aussi très intéressant ici, c'est, tout à l'heure on parlait de l'amplification, donc du LA716 ou du LA716i, la version installation, qui est le contrôleur amplifié 16 canaux, donc 16 canaux de 1300 watts chacun, sous Bitums, donc c'est quand même plutôt impressionnant, sachant que c'est juste 2 unités de hauteur, et qui vient alimenter une enceinte L2 ou une enceinte L2D via un seul et même câble, comme vous pouvez le voir ici, avec un gros connecteur, un connecteur de 16 points. C'est une prise qui est standardisée. Par contre, le fait de passer 16 canaux d'amplification, donc 32 conducteurs à l'intérieur d'un câble aussi fin et aussi flexible, donc là je l'enlève du système de management de câble, ça c'est presque propriétaire je dirais. Ouais. Ok. Donc là on a un système de clip qui va nous permettre d'ajuster et de gérer en gros le passage de câble d'une enceinte à une autre. Quelque chose qu'on peut voir derrière là accroché. Donc on va avoir la petite boucle en bas et derrière et en fait c'est ces clips qui vont venir gérer les passages de câbles pour ne pas que ça pende de partout. Donc c'est les petites finitions qui sont intéressantes. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Germain? Je pense qu'on a bien fait le tour. On a eu l'opportunité de te faire écouter un système qui est bien demandé en ce moment, qui est en train de tourner en Allemagne, notamment sur la tournée de Helen Fischer en ce moment. Donc un kit assez large, d'ailleurs ils font toute la tournée des arènes, des plus grandes arènes allemandes, avec un système stéréo donc de 4 boîtes, 3 L2, 1 L2D, et avec du donc, système principal, outfill, et du K3 en 270. Et on a plusieurs autres événements qui sont prévus par nos partenaires pilotes jusqu'à la fin de cette année. Super, hâte de voir ça en concert alors. Ouais. Merci encore Germain, et à bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt.